Oh, je suis pas content. Il y a François Bayrou qui a été nommé garde des Sceaux. Ouais, garde des Sceaux. Non, ça veut pas dire qu'il va garder tous les débiles du gouvernement, ce serait trop de boulot pour un seul homme. Ça veut dire qu'il va s'occuper de la justice, et particulièrement de sa moralisation. Oui, ça y est, ils ont décidé de s'y mettre. On sait pas pourquoi, ils ont décidé de moraliser la vie publique. Donc, c'est des mecs dans un bureau. Girard, oui, dis-moi, j'étais en train de me demander, ça fait bien 50 ans qu'on encule les gens, hein? Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'étais en train de relire Kant, voilà, impératif catégorique, tout ça, je me faisais chier. Bah, à l'Assemblée, moi je lis, hein, à la base. Donc oui, je me demandais, est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas un petit problème de morale? Hein, tu trouves aussi? Ça pue ce qu'on fait quand même. Hein, ouais, bah voilà, bon, on va s'en occuper, on va moraliser. Et ils ont refilé le bébé à François Bayrou. Ça c'est bien. Bah, pour mener une moralisation de la vie publique, pour qu'elle soit à peu près crédible, il faut un homme intègre. François Bayrou, oh, il est carré, c'est un parallépipède de l'honnêteté politique. Voilà un homme qui n'a jamais changé de conviction, ni d'engagement. Pour sa 3e candidature à la mairie de Pau, François Bayrou veut incarner l'enfant du pays. Moi je me fous pas de Pau et les Palois se foutent pas de Pau. Si je suis choisi par les Palois pour être leur maire, ce sera mon seul mandat. Moi je me consacrerai pleinement à cette fonction. La fonction de maire de Pau sera mon seul mandat. Je n'en aurai pas d'autre. La situation du pays fait que il va falloir des regroupements qui sont des regroupements d'intérêt national. Et que pour moi, aujourd'hui, je préfère y participer en étant à vos côtés, avec vous, maire de Pau, et en partageant la crise avec les Palois. Ni d'entrer dans un gouvernement, par exemple. Ni d'entrer dans un gouvernement. Le président de la République a nommé M. François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En 2008, quand je me réveillais le matin, je pensais d'abord au national et après seulement au local. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. François Bayrou. Et François Bayrou, donc, en ce moment, du coup, il se fait rentrer dans l'art par Bernard Cazeneuve. Ah, bah, de toute façon, en ce moment, il rentre dans l'art de tout jeune et dynamique, hein. Ouais, c'est comme ça qu'il les appelle. Parce qu'en fait, il a dit, le problème du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils sont jeunes et dynamiques, alors que nous, au PS, c'est son argument pour les législatives, hein. Comment il dit? Il dit, on est expérimenté et solide. D'accord. Donc c'est quoi le truc? C'est team solide contre team dynamique, c'est ça? Hashtag jeune contre hashtag expérience. Vous avez fini de jouer aux nuls et aux inconnus? En plus, c'est pareil, vous avez le même humour, vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes idées. Donc fusionnez carrément, les gars. Dire qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des gens derrière Bernard. Hein, et donc Bernard Cazeneuve, je vais quand même te soutenir sur un point, c'est qu'effectivement, il attaque cette réforme de la moralisation de la vie publique. Et il rappelle quand même que 90% de tout ce qui a été fait sur la moralisation de la vie publique a déjà été fait sous François Hollande. Voilà. Et attends, j'ai une petite question là quand même, Bernard. Parce que moi, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, hein, affaire Thomas Thévenoud, ouais, affaire Cahuzac, tout ça, on a oublié. Les vaccins refourgués parce que maman, elle a une part dans la société, tout ça, là, toute cette merde, hein, voilà, les mecs qui sont à la fois fabricants d'armes, cotés en bourse et députés, par exemple. Tout ça, tout le package, vous aviez déjà fait 90% de moralisation. D'accord. C'est-à-dire, là, on a 10% de marge de progression en termes de moralité. Après, par contre, c'est trop. Faut plus demander, c'est le maximum. On est déjà au top. Donc, tout ce qu'on va avoir, tout le pataquès, là, c'est 10% de marge. Après, c'est le top du moral. C'est au-dessus, on abuse. Elle est d'accord, faut pas s'attendre à grand-chose. Elle est bonne, ta vanne, Bernard. Oh, non! Oh, l'enculé! Oh, l'enculé, il s'est infiltré. Bernard, c'est terminé maintenant. Je sais, on avait dit que la blague à nanar, c'était très drôle à la saison 2, Bernard. Saison 3, oui, on a passé quelques bons moments. De temps en temps, on avait un petit sourire. Mais là, on attaque la saison 4, Bernard. C'est même plus le même gouvernement. C'est ridicule d'être dans la série, Bernard. Merci, les abonnés de JSPC t'aiment beaucoup. Tu as un gros capital sympathie sur cette chaîne. Mais comme dirait Valérie, merci pour ce moment. C'est terminé. Enfin bon, on va pas être rare, hein, on va quand même jeter un petit coup de museau dans les magnifiques 10% hein, qui restent, parce qu'après c'est fini, hein, donc on va voir ce qu'ils nous ont prévu. Alors, la fin des régimes d'exception, ça c'est une bonne idée. Bah oui, la Cour de justice de la République va être supprimée pour qu'en fait il n'y ait plus de différence et que les hommes politiques soient jugés selon la même justice que le peuple. Oui, mais petite question du coup, laquelle de justice?
Hein, non, parce que c'est ça qui n'est pas précisé dans l'énoncé, en fait. Bah, justice du peuple à moi, de base, ou la justice Pierre Gattaz, par exemple. Voilà, parce que c'est ça le problème de base, c'est qu'à l'intérieur de la justice normale, il y en a déjà plusieurs. Hein, mais bon, c'est pas grave, ils ont dû oublier. Alors, suivant. Pas plus de 3 mandats. Ça, c'est très con, par exemple. J'ai jamais compris l'intérêt de ces lois qui limitent les mandats, particulièrement aux États-Unis avec le président de la République. Je veux dire, attendez, on s'est quand même suffisamment enculé toute l'année. Je veux dire, le but du jeu à la base, ce serait quand même que sur toute l'équipe de bras cassés qui nous gouverne, il y en a un de temps en temps qui fait à peu près correctement son taf, on devrait avoir le droit de revoter pour lui. Mais genre à l'infini si ça nous éclate. Non, en fait, ils ont prévu que dans la vie politique moyenne du citoyen français, sur la totalité de son existence, il faut qu'il ait eu quand même, à intervalles réguliers, des petites doses de connards dont il veut pas. Voilà, c'est le principe. C'est pour nous habituer à la grosse enculerie du dessus, je pense. Suivant. La famille exclut des collaborations. Alors, il y a un guillemet sur famille. Justement, alors de laquelle vous parlez ? Est-ce que c'est la famille, parce que je suppose que c'est ça, c'est la famille de Juppé, machin, sa bonne femme, c'est non, on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout, c'est marrant pour faire des chroniques. Mais la vraie famille qui pose des problèmes, c'est la famille. Celle qui donne les billets pour te dire comment il faut voter. Hein, et qui n'a pas du tout un accent foireux, mi-corse, mi-italien d'ailleurs. Non, c'est plutôt bonjour s'il vous plaît. Oui, tu veux pétrole? Bien sûr. Salam alaikum. C'est oh, nos amis du Mossad. Bon, on s'en fout. Ils ont changé de costume, mais c'est à peu près la même idée. C'est aussi, je suppose, qu'ils vont pas s'en occuper. Next. L'exigence de probité. Ils seront probes. Tu fais ce que tu veux avec cette information. La transparence du financement des partis politiques. Ah, ça c'est ma préférée, je crois. Hein, c'est vrai que c'était plus très transparent, si tu veux. La vitre, il fallait passer un petit coup de monsieur propre. Mais là, par contre, ils ont oublié de nettoyer la véranda, quoi. Hein, parce qu'en fait, c'est les prêts par les personnes morales qui ne sont pas des banques européennes ou des partis sont interdits. C'est-à-dire, oui, c'est effectivement une bonne chose. Emmanuel Macron, il sait que les banques, il est bien placé pour le savoir, ça peut intervenir dans une campagne. Donc les banques ne peuvent pas financer les partis, sauf si elles sont européennes. Ouais, pouce, je suis perché, ça compte pas. Quand c'est l'Europe, c'est le progrès, donc on a le droit. Oh, les mecs ne se cachent même plus. Éviter les conflits d'intérêts. Ah bah ça c'est bien. Alors autant pour moi, je corrige, il pourra plus y avoir d'ingérence européenne des grandes banques directement, puisqu'il n'y a plus de conflit d'intérêts. Par contre, petite précision, non c'est pas important, mais bon quand même, je lis la petite italique, ce sera les assemblées qui fixeront les règles. Ouais, exactement, tout à fait. Et qui tiendront un registre, c'est important le registre. Perdez pas le cahier, ce serait con. Hein, oui, non, mais c'est vraiment les assemblées qui vont déterminer par contre ce qui est du conflit d'intérêt ou pas, quoi. C'est-à-dire que, ah bah c'est... Josiane, ouais, dites-moi là, parce que vous êtes ministre de la Santé, oui, vous êtes actionnaire également de Big Pharma, tout ça. Voilà. Est-ce que ça a un rapport avec les 500 000 vaccins que vous avez rendus obligatoires là? Non, pas du tout. Vous me rassurez alors. Vous êtes passionné de médecine, d'accord. Ah bah non, il y en a c'est les Pokémon, il y en a c'est les petites pilules. Non mais c'est bon, c'était pour vérifier. C'est comme ça que ça va se passer. Disparition de la réserve parlementaire et remboursement au réel des frais de mandat. C'est-à-dire qu'avant ils n'étaient pas réels. Hein. Là, on te le dit, s'il te précise réel, c'est qu'avant, on se foutait de ta gueule. Mais c'est pas grave. Hein, donc ça, c'est une bonne idée. Sauf que c'est encore l'Assemblée nationale qui va déterminer ce qui est un frais ou pas. Voilà. Donc c'est pareil, faut faire confiance, quoi. Dites-moi, Gérard, oui, toujours vous, parce que vous êtes un enculé. Je vous posais la question, justement, parce que, voilà, la petite sauterie que vous avez fait il y a 2 semaines, là, avec les 25 prostituées polonaises, voilà, sur lesquels vous pissez en écoutant du Chopin. Oh là là, ça ne me regarde pas. Juste pour savoir, vous avez bien fait passer ça en frais de fonctionnement, en frais de bouche, hein, c'est le cas de le dire. Non, vous êtes con, fallait. Vous êtes assistant parlementaire, vous êtes chargé de la réforme de la moralisation du statut des prostituées. C'était une expérience de terrain, moi Gérard, je vous dis. Bien sûr, je peux même vous réduire ça de vos heures, normalement. On va bricoler un truc. Demandez à Marlène Schiappa de mettre un coup de tampon. Ah d'ailleurs, Marlène Schiappa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, Marlène Schiappa, parce que je replongeais un peu dans ta magnifique bibliographie, parce que Marlène Schiappa n'écrivait pas que des livres sur les grosses dames. Non, elle écrivait aussi des articles. Elle a eu sa grande période Topito, Mademoiselle, enfin que de la littérature de qualité. Je suis retombé sur un article que tu avais pondu. Juste une petite question. Ton top 10 là, des moyens de se faire prescrire un arrêt de travail. Ouais, attends, on va le lire. Alors numéro 1, voilà, faites-vous moche. Touchez-vous le visage, faites un petit sourire triste, amenez vos gosses à l'heure du repas. C'est immonde ce truc. Hein, pleurez, bien sûr. Hein, voilà, c'est les mêmes qui sont féministes après, c'est drôle. Exagérez tout, d'accord, c'est ok. Et il a l'air bizarre et abattu. Juste un truc là, ton article. Voilà, tout ça là, c'est moi ou on a un membre du gouvernement qui apprenait il n'y a pas longtemps aux gens à frauder la sécu.
On est bien d'accord, c'est à ça qui sert l'article. Ah non, juste pour vérifier. Voilà, c'est moralisation de... Oui, la vie publique. On y retourne. Donc voilà, maintenant les députés, vous avez bien compris. Tout est propre, tout est nickel, hein, tout est clean. Ah, c'est nettoyé du sol au plafond. Donc normalement, le cadre est tranquille. Hein, il reste plus que le plus dur à faire. Allez bosser. L'absentéisme au Palais Bourbon, ce n'est pas nouveau. Face à ce problème, en 2010, l'Assemblée a imposé aux députés d'être présents au moins une demi-journée par semaine, le mercredi matin. Selon nos calculs l'an dernier, 169 députés, près d'1 sur 3, ont dépassé le nombre d'absences autorisées le mercredi matin. Ont-ils tous été sanctionnés financièrement ? Nous sommes allés soumettre notre liste à l'un des questeurs de l'Assemblée, le député Jean Launay. Ce sont ses services qui établissent les feuilles de paye des députés. Voilà la vue qui a été la mienne pendant 10 ans. Après 4 mandats, il ne se représente pas. C'est peut-être pour ça qu'il va nous répondre avec autant de franchise. Car cette liste de députés à sanctionner, il ne l'utilise pas. C'est le président de l'Assemblée en personne qui décide au cas par cas qui paye une amende ou pas. Votre statistique est probablement bonne, je ne la remets pas en cause, mais il peut imaginer des déplacements, du cumul des mandats, on peut imaginer de la maladie. Ça serait pas plus simple que l'Assemblée communique la vraie liste des députés sanctionnés ? Demandez-la à celui qui est en capacité de la fournir, au président de l'Assemblée. Ben là, pour l'instant, on a des refus. Transparence. Enfin bon, je grossis un peu le trait, mais c'est vrai que cette moralisation de la vie publique, elle sert pas à grand chose. Même si la loi était bien faite, si on veut moraliser la vie publique dans son ensemble, il serait temps d'aller jusqu'au bout de la chaîne de commandement et pas de s'arrêter en chemin et de jeter un petit coup de tarin dans le dossier des 220 attachés parlementaires européens qui nous gouvernent. Parce que l'Europe, en ce moment, là aussi, il y a à redire. Sodass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Und man will es nicht verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um 6:45 in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vom Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Cathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden, über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 € nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um 7 in die Anwesenheitsliste ein. Bon, après, de toute façon, je vais pas vous bassiner avec l'Europe, hein, ça ne nous regarde pas, on s'en bat les couilles. Mais ah non, ça c'est pas moi qui le dis que ça ne nous regarde pas, c'est Sylvie Goulard. Ouais, Sylvie Goulard, la ministre des Armées. Bah, elle, quand elle était députée européenne, elle le disait. Ouais, elle disait, le député européen ne s'adresse pas au petit public français. Donc voilà, c'est noir sur blanc, ça ne te regarde pas. Hein, si tu veux gueuler, voir un peu les magouilles qu'il y a, qu'est-ce que c'est que ces conneries, ou par le pognon, t'as le droit à l'Assemblée nationale française, pas au-dessus. Hein? De quoi on n'a pas le droit? Ah, même l'Assemblée nationale française, on n'a pas le droit? Le député doit être libre de dépenser son IRFM comme il l'entend. Sinon, c'est le striptease permanent et la terreur des médiatiques. Et il n'y a que le peuple à juger. Merci. Mais le peuple, il ne peut pas juger puisqu'il n'a pas accès à ses dépenses, monsieur Millard. Il n'a pas à avoir accès. Bah pardon, alors autant pour moi, désolé. Oh, putain, j'ai failli relayer une fake news. J'étais pas loin de passer sur Conspiracy Watch. Attends, j'ai cru qu'il y avait un minimum de démocratie en France. Donc rassurez-vous, hein, on en revient à la version officielle. Ce que font nos députés avec nos votes et avec notre pognon. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Voilà, faut jouer la carte de la confiance, les copains. Comme avec Bruno Le Maire, par exemple aussi. Notre ministre de l'économie, qui sait pas compter. Et la dernière question, on va voir. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien en mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça mètres. Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Après, cette loi de moralisation de la vie publique, elle est secondaire. Le plus important, c'est que les hommes et les femmes dont je viens de parler, là, sont des membres du gouvernement qui sont là par conviction, depuis toujours. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être
toutes aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il est armé pour ça? Je ne le sais pas. Deuxièmement, comme beaucoup de Français, je me pose la question de son projet, de sa vision, parce que pour le moment, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Quand je vois la classe d'hommes et de femmes politiques qui nous gouvernent, je me dis que ça manque peut-être de conviction, mais qu'en ce qui concerne la première syllabe, il y a du rab. Je suis pas content.